Bienvenue dans votre émission Face à Dakaractu. Nous recevons pour ce numéro Maître Ousmane Seye, avocat et vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Maître, bonjour. Bonjour, Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Maître, nous démarrons cette émission avec l'arrestation du journaliste Adama Gaye, inculpé pour offense au chef de l'État. Est-ce qu'il est plus permis au Sénégal, dans un pays démocratique, de donner son avis? Je disais que dans tous les pays du monde, on arrête des gens tous les jours. Les lois sont faites pour être respectées. Il y a certaines personnes qui critiquent l'article 80. Je crois que c'est un faux débat. On peut avoir l'idée que l'on veut sur les dispositions de l'article 80. Mais cet article existe bel et bien. Et beaucoup de personnes parlent de l'article 80 sans savoir le contenu de cet article. Au Sénégal, on parle souvent de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on ne maîtrise pas. Vous savez, l'article 80 fait partie des dispositions relatives à la sécurité publique et à la défense nationale. Et après avoir prévu tous les actes pouvant porter atteinte à la défense nationale et à la sécurité nationale, c'est-à-dire les articles 78, 79 et tout ça, l'article 90, les autres actes de nature à compromettre la sécurité publique ou bien à enfreindre les lois du pays sont passibles d'une peine de telle à telle. Voilà la disposition de l'article 80. C'est pour protéger la sécurité de l'État et la défense nationale. Moi, je fais partie des avocats qui, les premiers, ont combattu le contenu de l'article 80 en disant que, autre acte, ce n'est pas précis. Or, en droit pénal, quand on poursuit quelqu'un ou bien quand on condamne quelqu'un, il faut le faire sur la base d'actes précis. C'est pourquoi, moi, j'ai dit qu'effectivement, il faut changer l'article 80. Et j'ai participé à une commission depuis 10 ans, une commission de réforme du code pénal et du code de procédure pénale qui a réformé, qui a changé l'écriture de l'article 80. Mais ce projet n'a jamais été appliqué par l'État du Sénégal et par les différents ministres de la Justice qui sont passés ici. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'article 80 aujourd'hui existe. Et qu'effectivement, toute personne qui essaie d'enfreindre les lois du pays, qui essaie de déstabiliser le pays, ces personnes-là sont passibles de l'article 80. Et c'est le cas, je crois, que de M. Adama Gaye, d'ailleurs, avec qui j'ai de très bonnes relations. On a fait ensemble Kaolack et le lycée Gaston Berger. Mais franchement, j'avoue que je ne le reconnais pas dans ces écritures. En tout cas, cet article existe depuis fort longtemps. On a vu la semaine dernière Mamadou Diop Decroix indiquer qu'il a été mis en prison à cause de cet article. Cela date de plusieurs années. Macky Sall, aujourd'hui président de la République, a combattu cette loi-là. En fait, c'est là où le problème se pose. Oui, ok. Je suis d'accord que les lois doivent être changées si les contextes dans lesquels elles avaient été votées changent. Est-ce que depuis que l'article 80-là a été voté et promulgué, est-ce que les circonstances dans lesquelles cet article a été voté ont changé, oui ou non? C'est ça le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui volontairement font des écrits pour enfreindre les lois du pays? Est-ce qu'il y a des personnes qui essaient de déstabiliser le pays par des écrits, par des manœuvres, par des actes qui essaient de compromettre la sécurité publique, oui ou non? Est-ce qu'il faut sanctionner ces personnes ou non? Est-ce qu'il faut poursuivre ces personnes ou non? C'est ça le débat. Je crois qu'il ne faut pas venir dire il faut changer telle loi, il faut donner des explications. Moi, je suis d'accord qu'on doit changer le contenu de l'article 80, mais j'ai des arguments qui ne sont pas nécessairement les arguments que certaines personnes avancent. Au Sénégal, il faut qu'on apprenne à être juste, à dire des choses que l'on maîtrise, à faire des analyses justes et pertinentes avec des arguments pertinents. Il ne faut pas simplement crier avec les loups. Je crois que quand on prend des dispositions, ou bien quand on fait des réformes, il faut avoir le temps d'évaluer ces réformes, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et d'avoir le courage de changer. Le problème au Sénégal, c'est qu'on n'évalue jamais.
On prend des mesures, on prend des dispositions, on crée des institutions, on ne les évalue pas. Si c'est de ce point de vue, je suis parfaitement d'accord. Mais dire que c'est parce que telle personne qui a été interpellée, ce n'est pas normal, il faut changer la loi, je crois que ça, franchement, ce n'est pas responsable. En tout cas, tout à l'heure, vous semblez être révulsé par les propos de Adama Gaye qui lui valent, en tout cas, cette inculpation. Mais lors de son face-à-face avec les enquêteurs, il a indiqué n'être pas l'auteur de certaines de ces publications. Est-ce que cela ne suffisait-il pas à le disculper? Non, vous savez, il y a des principes qu'il faut respecter. Moi, je suis un avocat. On m'a appris que l'enquête préliminaire est une enquête secrète. Aujourd'hui, quand une personne est arrêtée, mais on vous dit dans la presse ce que la personne a dit aux enquêteurs et tout ça. Moi, je ne peux pas y croire, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui me dit qu'effectivement c'est ça qu'Adama Gaye a dit? Mais par contre, ce qu'il a publié, je l'ai lu. Et ses propos me révoltent. Mais ce qu'il a dit par contre devant les enquêteurs, ça je ne peux pas le savoir et je ne cherche pas à le savoir parce que ça doit être secret. Il faut qu'on respecte les principes. Au Sénégal, si on n'apprend pas à respecter les institutions, à respecter les personnes, à respecter les principes, à dire des choses que l'on maîtrise, ça ira de tous les côtés. Ce sera le désordre. La démocratie, ce n'est pas le droit au désordre. La liberté d'expression, ce n'est pas le droit à l'invective et à l'insulte. La démocratie, c'est un apprentissage difficile. C'est apprendre à se respecter, à respecter les autres, à dire son opinion d'une manière objective et non pas dire ce que l'on veut, à respecter l'État, à respecter les institutions, à les critiquer certainement, mais d'une manière objective et responsable. Il y a aujourd'hui des personnes qui critiquent. Moi, je sais, je les connais. Si ces personnes étaient placées aux mêmes positions que ceux qu'ils critiquent, ces personnes feraient pire. C'est ça la vérité. Il y a des donneurs de leçons dans ce pays qui n'ont de leçons à donner à personne. Il faut qu'on le sache. Donc, moi, je veux bien, je suis militant des droits de l'homme, je suis militant du droit à la manifestation, du droit à l'expression, du droit d'exprimer ses opinions, mais tous ces droits-là, reconnus par la Constitution, sont encadrés par la loi et ont des limites. On des limites. Vous me dites, oui, la Constitution a prévu le droit de manifestation. Je dis oui, mais il y a une loi qui limite le droit de manifester. Il y a une loi qui limite le droit de dire son opinion, la diffamation, l'injure, l'invective. C'est puni, prévu et puni par la loi. Et vous voulez dire simplement, oui, il y a la Constitution qui me permet de dire ce que je veux. Non, la Constitution n'a jamais permis à qui que ce soit de dire ce qu'il veut. La Constitution permet à toute personne d'exprimer librement ses opinions, mais dans le respect des autres et des opinions des autres. Vous évoquez ce respect des institutions-là. On a vu le procureur de la République sortir dans la semaine un communiqué où il évoquait les motifs des arrestations d'Adama Gaye et de Guy Marius Sagna. Mais en tout cas, dans le communiqué, le lendemain, on a reçu un autre communiqué dans lequel le procureur semblait s'être trompé sur ces motifs-là. Est-ce qu'à un moment donné, cette tergiversation-là, ce cafouillage-là du procureur ne révèle pas une mainmise de politique sur la justice? Oui, il faut d'abord savoir que maintenant, la loi permet au procureur de la République de faire des communiqués, de communiquer avec l'opinion. Si le procureur estime que ces actes sont mal interprétés, il a le droit de prendre la parole, faire une prise de parole pour préciser ces actes. Je crois que moi-même, j'avais eu l'impression que Guy Marius Sagna et Adama Gaye étaient poursuivis et inculpés pour les mêmes faits. Il y avait
des personnes qui disaient, oui, il y a une menace sur la démocratie parce que la liberté d'opinion n'est plus permise, on a arrêté Adama Gaye, mais or, ce n'est pas la même chose. Et le procureur tenait quand même à préciser que M. Guy Marius Sagna est poursuivi pour tel fait et pour tel délit. M. Adama Gaye, par contre, est poursuivi pour tel fait, tel délit. Je crois qu'il a dit que M. Adama Gaye est poursuivi pour le délit prévu par l'article 80, c'est-à-dire enfreindre les lois du pays, porter atteinte à la sécurité publique, etc. Et Guy Marius Sagna est poursuivi pour le délit d'alerte, fausse alerte au terrorisme. Je crois que c'est deux poursuites différentes, deux délits différents, deux incriminations effectivement différentes. Non, on est d'accord sur ça, mais le fait que le procureur se trompe de communiquer et puis... S'il s'est trompé, ça c'est... le niveau de maturité juridique de ça, notre c'est pays... votre opinion. Mais moi, ce que je retiens, c'est que le procureur a pris la parole pour préciser les des poursuites contre Guy Marius Sagna et contre M. Adama Gaye. Et je crois qu'il a le droit. Parce qu'avant Guy Marius Sagna et avant Adama Gaye, il y a d'autres personnalités, en tout cas des personnes qui sont dans cette République-là, qui ont eu à manquer de respect à la République. On pense à Bernda Gaye, on pense à Pendaba de Podor, on pense à d'autres personnes. Est-ce que aussi à un moment donné, on peut faire confiance à la marche de cette justice? Non. S'il y a des personnes qui manquent du respect aux institutions, je crois que ces personnes doivent être poursuivies. Maintenant, il y a aussi les circonstances dans lesquelles ces présumés délits ont été commis. Parce qu'il y a un principe fondamental qui dit que l'opportunité de poursuite appartient au procureur. Même si vous commettez un délit, il appartient au procureur de juger de l'opportunité de te poursuivre ou de ne pas te poursuivre. Ça aussi, c'est des principes prévus par la loi. Il faut que les personnes... on ne peut pas apprendre à un professionnel, c'est-à-dire au procureur de la République, son métier. Il est formé pour ça. Il faut laisser le procureur, d'autant plus qu'il n'est pas juge. Le procureur n'est pas juge. Ce qu'il peut, c'est déclencher des poursuites. Mais il ne juge pas. C'est le juge qui juge. Mais aujourd'hui, quand on critique le procureur, on a l'impression que c'est le procureur qui déclenche les poursuites, qui juge les personnes, qui condamne les personnes et qui a aussi la possibilité de libérer les personnes. Des fois, on dit que c'est le président de la République qui poursuit les personnes, qui juge les personnes, qui libère les personnes. Il faut qu'on soit sérieux, chacun a ses responsabilités. Il y a des dossiers aussi très importants, le dossier de Petrotim, le dossier du COUT. Ces dossiers-là sont importants. Les Sénégalais veulent en tout cas que la lumière soit faite sur ces dossiers-là, mais le procureur s'appesantit sur des cas Adama Gaye, sur des cas Guy Marius Sagna. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu chasser noyer le poisson? Vous voulez minimiser ces cas? Non, je ne les minimise pas. Vous voulez que toute personne dans ce pays ait la liberté d'insulter le président de la République quand il veut, d'insulter des citoyens honnêtes quand il veut? Vous croyez que ça c'est minime? Je crois qu'il faut commencer à respecter les personnes, à respecter l'institution qui est le président de la République. Si on n'est pas d'accord avec le président de la République, au moment des élections, vous votez contre le président de la République. C'est ça la démocratie. Mais vous ne pouvez pas dire que je suis contre le président de la République, je l'insulte tous les jours. Je suis contre Mamadou Diouf, je l'insulte tous les jours. Vous, quand on vous insulte, vous devez saisir la justice. C'est ça la démocratie, c'est ça un pays de droit. Personne n'a le droit de se faire justice lui-même, elle-même. Il faut que ça cesse, Ça ne nous avance à rien du tout. Le fait d'insulter les gens, de travestir les faits, d'intoxiquer l'opinion, je crois que ce n'est pas bien. Il faut assainir le pays-là. Il faut débarrasser le pays de ces comportements immoraux, des invectives, des insultes. Je crois que le code pénal est fait pour ça. Le code de procédure pénale est fait pour ça. Les lois sont faites pour être appliquées. Et une fois on juge des personnes comme ça tous les jours, droit commun, parce que ces personnes ne sont pas journalistes, ne sont pas des politiciens, etc. Ici au Sénégal, on apprécie tous les faits sur l'angle politique. Parce que la personne, c'est une personnalité politique, parce que c'est un journaliste de nom, parce que ceci, c'est ça, on dit que ce n'est pas normal. Et tous les jours, il y a des pauvres citoyens
qui ne sont pas des journalistes, qui ne sont pas des hommes politiques, qui sont poursuivis, condamnés pour détournement de deniers publics, pour injure publique, pour diffamation. On n'en parle pas, la presse n'en parle pas. La presse ne s'intéresse qu'à une certaine catégorie de personnes. C'est des hommes politiques ou des femmes, c'est des journalistes, c'est des personnes qui ont un nom. Quand il y a quelqu'un qui est poursuivi, qui a un nom, toute la presse parle. Mais le peuple dont vous parlez là, mais on ne s'en occupe pas. Nous nous en occupons, nous les avocats. Nous allons au tribunal tous les jours plaider pour ce peuple-là. Mais la presse ne rend même pas compte de ces audiences-là. S'il n'y a pas un homme politique extra et tout ça, la presse n'en parle même pas. Or, pourtant, c'est la majorité du pays. Ces personnes-là, anonymes, qui travaillent tous les jours, qui des fois sont victimes même d'injustice. Personne n'en parle. On dirait qu'il y a une immunité pour les hommes politiques, pour certaines personnalités qui ont un nom et tout. Les autres, la majorité, comme on dit, silencieuse, anonyme, on ne s'en occupe pas, on n'en parle pas. En tout cas, c'est l'application de la justice qui pose problème pour oui, mais bon quand on nombre le de Sénégalais. voit sur l'angle politique, parce que quelqu'un est interpellé, c'est un homme politique. On ne doit pas le poursuivre, on ne doit pas le condamner. Et vous allez juger toute la justice en fonction de ça. Dans le petit ambulant de Sandagala, on en prend des dizaines tous les jours, on les amène au tribunal pour recel, pour vol, pour escroquerie. On les juge, on les condamne, ça n'intéresse personne. Mais un directeur de société, un opposant, un homme du pouvoir, du champ, quand on les poursuit, mais tout le monde en parle, et des fois, on dirait que ces personnes-là bénéficient d'une immunité. On ne doit pas les poursuivre, on ne doit pas les condamner, quels que soient les faits délictuels qu'ils commettent, que ces personnes commettent. On dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que c'est une personnalité politique. Il faut qu'on revoie quand même nos positions. Mais ce que vous évoquez, ça débute par le pouvoir aussi, parce qu'on entend le ministre de la Justice, le nouveau ministre de la Justice, Malick Sall, disculper Aliou Sall alors que l'enquête n'est pas encore ouverte sur l'affaire Petro-Tim, et revenir après pour dire qu'il a pris ses responsabilités dans l'affaire Adama Gaye. Est-ce que ça aussi, ce que vous évoquez tout de suite, ça ne commence pas par... Le ministre de la Justice ne juge pas, ne poursuit pas. Il fait partie de l'exécutif. Il n'a rien à voir avec les poursuites. Même s'il peut déclencher les poursuites, ce n'est pas lui qui poursuit. C'est le procureur de la République qui poursuit. C'est le juge qui juge. Donc il faut quand même qu'il y ait une séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Ça, c'est le B.A.B. de la République. Le ministre de la Justice ne doit pas s'immiscer dans les poursuites, quelles que soient les poursuites judiciaires qui ont été déclenchées. Est-ce qu'il doit donner son avis? Non. Le ministre de la Justice n'a pas d'avis à donner sur des poursuites judiciaires. Il est de l'exécutif. Les poursuites sont du domaine judiciaire, du pouvoir judiciaire. Il est vrai que le ministre de la Justice peut faire déclencher des poursuites, mais par l'intermédiaire du procureur, qui n'est pas du pouvoir exécutif. Et une fois que les poursuites sont déclenchées, vraiment le ministre de la Justice ne doit pas donner son avis, il ne doit rien dire, il doit laisser la justice suivre son cours comme on dit. Comment est-ce que alors vous comprenez que le ministre de la Justice puisse dire qu'Aliou Sall est une personne, un musulman et qu'il ne pourrait pas détourner de l'argent des Sénégalais? Et puis, moi, je n'apprécie pas des choses que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas entendu, moi, personnellement, le ministre de la Justice dire de telles choses. Donc, je ne peux pas donner mon avis sur ça. Je parle des principes. J'ai dit que quand une personne est poursuivie, quand des poursuites sont déclenchées, le ministre de la Justice n'a pas d'avis à donner. Il doit laisser la justice suivre son cours. C'est ça que j'ai dit.
Maître, une autre affaire, c'est la commission d'enquête parlementaire qui avait été ouverte sur l'affaire des 94 milliards d'un titre foncier, une affaire qu'avait ébruité le député Ousmane Sonko. La commission d'enquête a donné une conférence de presse la semaine dernière pour disculper Mamour Diallo, l'ancien directeur de domaine. En tout cas, il est libre apparemment de toute poursuite. Comment vous appréciez tout ça? Bon, écoute, je crois que c'est la loi qui prévoit que quand il y a certains faits, l'Assemblée nationale, qui est composée des représentants du peuple, peut mettre sur pied une commission parlementaire et enquêter sur ces faits-là. Ce qui est arrivé sur l'affaire des 94, je me demande même comment un fonctionnaire peut détourner 94 milliards. Vous savez, ça, c'est vraiment méconnaître les règles de la comptabilité publique. C'est comme si des fonctionnaires, que vous soyez directeur d'une société ministre, vous disposez d'argent comme ça dans vos bureaux et vous pouvez détourner l'argent. L'argent public, quand même, il a un cheminement prévu par la loi. Il n'y a qu'une caisse unique pour l'État, c'est le trésor public. Il y a des règles de la comptabilité publique. Les ministres et tout ça, ils ne détiennent pas d'argent. Comment on peut détourner 94 milliards comme ça dans un pays? Ce n'est pas possible, d'abord. Il faut se dire la vérité. Maintenant, la commission d'enquête, on m'a dit que cette commission a violé la loi parce que les résultats de l'enquête devaient être soumis à la plénière. C'est vrai. Les résultats de l'enquête, les conclusions, le rapport doit être soumis à la plénière. Qu'est-ce que c'est que la plénière? La plénière, c'est l'ensemble des députés. Les députés, ce sont les représentants du peuple. Alors, la commission d'enquête qui fait une conférence de presse, qui s'adresse à l'opinion publique, qui s'adresse directement au peuple. L'Assemblée nationale, c'est les représentants intègres du peuple. Donc, je ne vois pas vraiment où est-ce qu'on a dit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique, que si la commission parlementaire s'adresse directement par voie de presse à l'opinion pour dire les résultats de son rapport, on a violé la loi. La commission a fait sa conférence de presse, mais la commission va remettre son rapport à la plénière qui garde toutes ses prérogatives pour statuer sur la plénière et donner suite au rapport. Je crois que c'est trop dire en disant oui, on a violé la loi, etc. Parce que le destinataire de ce rapport, c'est le peuple. Quand on s'adresse à l'opinion, on s'adresse au peuple. Quand on s'adresse à la plénière, on s'adresse au peuple, par ses représentants. Une somme aussi importante, est-ce que le procureur ne devait pas se ressaisir? Est-ce qu'une enquête ne devait pas être ouverte? Mais écoutez, là aussi, franchement, dans ce pays, il y a des débats qui n'ont pas de sens. Le procureur de la République, vraiment, il se saisit ou il est saisi. S'auto-saisir, c'est saisir lui-même. De fait, il peut le faire. S'il ne le fait pas, on le saisit. C'est-à-dire, si le procureur de la République, il peut s'auto-saisir. L'État, par l'intermédiaire du ministre de la Justice, peut le saisir et des citoyens peuvent le saisir. Mais où est le problème? L'essentiel, c'est qu'il soit saisi. Comme disait l'autre, la chèvre attachée à l'arbre ou l'arbre attaché à la chèvre, c'est toujours la chèvre qui est attachée. Alors, pourquoi d'un tel fait? Mais comme si on apprenait au procureur son métier. Mais mettez-vous à la place du procureur. Tous ces gens qui parlent là, s'ils étaient à la place du procureur, est-ce qu'ils feraient ce qu'il demande au procureur de faire? Le procureur de la République, il est là. C'est un fonctionnaire. Il a un statut prévu par la loi. Il y a des faits pour lesquels il peut lui-même s'auto-saisir, se saisir. Il y a des faits pour lesquels l'État peut le saisir. Il y a des faits pour lesquels les citoyens peuvent le saisir. Alors, c'est aux citoyens maintenant de faire la distinction quand le procureur doit s'auto-saisir, quand le président, l'État doit le saisir, quand les citoyens doivent le saisir. L'essentiel, c'est que les faits soient portés à la connaissance du procureur. Lui-même, il peut avoir connaissance de ces faits, déclencher des poursuites. Des citoyens peuvent avoir connaissance des rumeurs de ces faits et saisir le procureur de la République. L'État peut saisir le procureur de la République, il n'y a pas de problème. Mais je dis, quand les citoyens saisissent le procureur de la République par plainte, cette plainte doit être fondée, avec des arguments fondés et des pièces. Mais une simple lettre ne saisit pas le procureur, parce que le procureur a l'opportunité de poursuivre. Si vous saisissez le procureur de la République d'une lettre pour laquelle l'objet même n'est pas déterminé, il n'y a aucune pièce,
C'est comme si vous avez une correspondance. Le procureur peut classer sans suite. Là aussi, la loi lui permet. Mais on va évoquer une dernière question. Il faut que les gens, quand même, soient plus responsables. Vous venez là, vous dites j'ai fait une lettre au procureur. Le procureur se rend compte que ce n'est pas une plainte. Parce que la plainte est différente de la lettre. Quand vous saisissez le procureur, soit vous saisissez le procureur d'une plainte contre une personne dénommée avec des preuves, ou bien contre X, une personne non dénommée, avec des faits détaillés, avec des preuves. Parce qu'on ne poursuit pas en réalité une personne. Les poursuites ne visent pas des personnes. Les poursuites pénales visent des faits. Et c'est sur la base de ces faits que la justice identifie les personnes qui ont commis ces faits-là et les juge. Mais ces faits doivent être détaillés avec des pièces à l'appui. Mais quand vous saisissez le procureur d'une certaine correspondance, d'une certaine lettre, le procureur ne sait pas où commencer l'enquête, mais il classe ça. Mais Ousmane Sonko, lui, il dit qu'il a les preuves de détournement. Est-ce que il n'a qu'à donner les moyens, les preuves. Écrire au procureur, il y a un détournement dans tel service. Point. Vous croyez que ça c'est une plainte? Il faut dire que j'ai connaissance d'un détournement de temps commis dans telle circonstance, et voilà les preuves. Je vous demande d'ouvrir une enquête. Et le procureur va diligenter une enquête. Le procureur lui-même, ce n'est pas lui qui fait l'enquête. Hein. Non, c'est les services de police, de gendarmerie qui font les enquêtes. Le procureur, il transmet aux enquêteurs qui enquêtent. Le procureur, c'est un enquêteur. Ce n'est pas un juge. Et ce n'est pas lui-même qui fait les enquêtes. Il apprécie les résultats de l'enquête. Quand il transmet à la police ou à la gendarmerie, ce sont eux les enquêteurs. Ce ne sont pas des juristes aussi. Ce ne sont pas des juges aussi. Les PV qu'ils font, ce n'est pas des PV authentiques. C'est des renseignements. Ces PV ne lisent même pas la justice. Quand le procureur a ces faits-là, continue dans un procès verbal, il apprécie les faits, il les qualifie sur le plan juridique. Il dit, moi j'estime que ces faits-là s'analysent comme délit de détournement de deniers publics, d'escroquerie, de vol, d'abus de confiance, etc. Ça aussi, le procureur, il estime. Ce qu'il dit là, il dit, je vais saisir la justice. Mais la justice n'est pas tenue par ce que le procureur a dit. C'est ça la vérité. Les PV de police là, c'est de simples renseignements. À partir de ces PV, le procureur, il dit, il y a des présomptions de tel délit, des indices, de tel délit, de tel délit. Lui, il les qualifie. Il saisit un juge d'instruction ou il saisit le tribunal. Le tribunal, il saisit une REM. Il saisit de ces faits. Le tribunal peut requalifier ces faits-là. Il est jugé. Il dit, ces faits ne tiennent pas. Ces faits qui auraient été commis par telle personne ne tiennent pas, je relaxe. Ou bien il dit, ces faits-là, effectivement, ce sont des délits, je condamne. On va finir cet entretien avec un dernier sujet. C'est le programme de modernisation de l'administration. Le président de la République a lancé le programme dans la semaine. Il a indiqué que plus de 300 milliards ont été dépensés depuis 7 ans pour l'achat de véhicules dans l'administration. Les factures téléphoniques aussi, les factures sont très salées. Je rappelle, vous êtes le vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Une institution que beaucoup de Sénégalais considèrent comme budget d'ivoire, où on recase de la clientèle politique. Est-ce qu'il ne faut pas déjà penser à supprimer ces institutions-là? Ça aussi, je crois que les personnes qui le disent, c'est des personnes qui disent n'importe quoi. Une république est fondée sur des institutions. Vous savez que au Sénégal, le développement est basé sur ce que l'on appelle la décentralisation. C'est-à-dire que le pouvoir central veut décentraliser au niveau des populations pour que les populations prennent en charge leur propre développement. Donc, la base du développement, c'est le développement local. Et vous savez que quand il y a cette décentralisation, l'institution
chargé de conduire la politique de décentralisation et de l'aménagement du territoire, normalement c'est le Sénat. Parce que c'est le Sénat qui assure la représentation des collectivités territoriales. Au Sénégal, on a supprimé le Sénat. Alors, si on supprime le Sénat, quelle est l'institution qui sert de tampon entre le pouvoir central et les collectivités territoriales? Il n'y en avait pas. Pour la cohérence de la politique territoriale, de la territorialisation des politiques publiques, il fallait une institution. C'est pourquoi on a créé le Haut Conseil des collectivités territoriales. Parce que le Haut Conseil n'organise pas des scènes où il y a des tamas, des trucs comme ça, hein, pour dire, voilà, venez voir ce que je fais. On dit que c'est une institution budgétaire qui ne travaille pas. Ce n'est pas juste. Nous qui sommes là-bas, nous savons le travail que nous abattons. Tous les départements du Sénégal sont représentés au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Je me porte en faux contre ceux qui disent que le Haut Conseil est inutile. On l'avait dit, même pour le Sénat. On l'a dit pour le gouvernement. Donc, je crois que c'est des mots qui ne me dérangent pas. Bon, il y a des personnes, bon, qui n'ont aucune lisibilité, aucune visibilité de ce qui se passe dans ce pays, qui ne savent même pas combien d'institutions existent dans ce pays. Moi, j'entends de hauts responsables politiques, des fois même, ils confondent organes, commissions, institutions, etc. Ces personnes ne connaissent pas le nombre d'institutions dans ce pays. Mais 300 milliards en dépenses pour des véhicules, 7 milliards de factures. C'est trop. Moi, je connais. Non, moi, je dis, j'ai un principe. Un gouvernement, il faut être au service du gouvernement, c'est un sacerdoce. Être ministre, pour moi, c'est un sacerdoce. Être directeur général de société, c'est ça. D'abord, moi, je le dis tous les jours. La nomination à certains postes doit être subordonnée à un appel d'offres. On ne peut pas prendre n'importe qui parce qu'il fait de la politique, on le bombarde, directeur général d'une société aussi importante comme le port, la RTP, la LONASE, etc. Je ne suis pas d'accord. J'ai toujours dit, il faut des compétences avérées pour diriger ces sociétés-là. Un ministre, il est là au service du pays. Il n'a pas besoin de 4 véhicules, 3 véhicules, etc. pour faire son travail. Moi, je crois que le ministre doit avoir des 8-8 pour des ministres. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En France, les ministres, ils ont des véhicules Renault. Leur société française qui fabrique les mêmes véhicules. Mais vraiment des véhicules modestes. Même le Premier ministre. Mais on n'a pas besoin aujourd'hui de commander des voitures vraiment luxueuses, 8-8 pour les ministres. Pourquoi faire? Et chaque ministre, 2, 3, 4 voitures chez lui. Or, quand on n'est pas ministre, on n'est même pas capable d'avoir une voiture. Et quand on est ministre, on a 4 voitures. Pourquoi? Les salaires qu'on donne à certains directeurs de société, mais on doit les revoir. Parce que, mais non, parce que c'est des gens qui doivent être au service de la République, qui doivent travailler pour la République, ils doivent être engraissés par la République. Et si on commence par là, on aura le sens civisme dont on parle là. Il faut avoir le sens civisme, il faut être un national, etc. Mais ça commence par là, c'est l'exemple. Si les populations voient que ceux qui sont nommés ministres, directeurs de société, etc., ils sont vraiment au service de la République. Ils ne sont pas engraissés par la République, mais ils suivent pour le compte de la République. Mais tous les gens seront des patriotes. Ils vont travailler pour la République. Ils ne vont pas être égoïstes. Cette affaire de clan-là, dans des trucs comme ça, de nommer des personnes parce que, bon, c'est sur une base subjective et tout ça. Mais les populations sont sensibles à ces choses-là. Il faut faire des nominations objectives, basées sur des critères objectifs, parce que nous tous, nous sommes des Sénégalais. En parlant de compétences, vous pensez particulièrement à un ministre, à un directeur de société? Non, moi je ne parle pas en fonction des personnes. Moi je parle des principes. Ce que je dis, ça vaut pour tout le monde. Mais je n'ai pas de problème particulier contre un ministre ou quoi que ce soit. Je les respecte. Parce qu'ils sont nommés par le président de la République, qui est souverain, qui est dépositaire de la légitimité nationale et même internationale. Je respecte le travail qu'ils font. Mais je dis qu'il faut qu'ils pensent aussi aux autres. Et aux autres, c'est-à-dire
d'essayer de réduire les inégalités sociales. Ça commence par là. Et de ne pas avoir des avantages vraiment immenses par rapport aux autres Sénégalais. Vous ne pouvez pas avoir un salaire de 15 millions, moi j'ai un salaire de 300 000. C'est pas possible. L'écart là, il faut réduire l'écart. Si on réduit l'écart, on gagne de l'argent et on redistribue cet argent-là pour les autres. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Merci à vous, chers internautes de Dakaractu, et à vendredi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Face à Dakaractu.